Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. La blockchain, c'est un dispositif entièrement virtuel qu'on va trouver sur Internet, qui est, comme son nom l'indique, la gestion d'une chaîne de blocs. Donc la particularité de la blockchain par rapport à toutes les autres technologies ou même organisations qui existent, c'est qu'elle ne nécessite pas de tiers de confiance. C'est un dispositif qui va être autonome et qui va fonctionner tout seul sans avoir de tiers. Donc c'est nouveau parce que jusqu'à présent, toutes les transactions qui existent pour faire du commerce, pour faire quelque échange que ce soit, y compris sur Internet, passent toujours par un tiers de confiance. Quand on veut échanger de l'argent, on a besoin d'une banque. Quand on veut échanger des produits immobiliers, on a besoin d'un notaire, etc. Quand on achète des produits, on fait confiance au distributeur auquel on l'achète. Donc il y a toujours un tiers qui va tenir un registre, plus ou moins manuel, sur lequel on va pouvoir retrouver la preuve de l'achat qu'on a fait, la preuve de l'origine de ce qu'on est en train d'acheter. La blockchain, c'est un dispositif entièrement virtuel, le tiers de confiance disparaît. C'est une chaîne de blocs que chaque acteur constitue au fur et à mesure de la fabrication et de la distribution du produit. Donc on imagine que sur Internet, on va avoir une chaîne et chaque acteur va venir ajouter sa pierre à l'édifice pour la compléter. Donc ça, c'est le principe général. Cette chaîne est stockée sur Internet. Donc ça pose plusieurs problèmes. Ça pose déjà le problème de savoir si on a sécurisé chacun des blocs qui sont dans cette chaîne et si on est capable de remonter jusqu'à l'auteur de ce bloc sans qu'il y ait de contrefaçon possible. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça nécessite aussi un dispositif sophistiqué pour la fabrication de cette chaîne, de manière à ce qu'elle ne puisse pas non plus être piratée et remplacée par une chaîne qui serait non valide. Donc il y a ce dispositif aussi à préparer ou à inventer. Pour deux raisons. La première, c'est que ça s'appuie sur une technologie de cryptographie qui s'inspire de ce qu'on appelle le RSA, ou ce qu'on appelait le RSA, qui est une technologie de cryptographie ancienne, déjà, qui est très utilisée aujourd'hui pour les échanges, qui fonctionne sur la base de ce qu'on appelle clé publique, clé privée. Donc ça veut dire quoi en un mot? Ça veut dire que quand on est l'émetteur d'éléments et qu'on veut alimenter la blockchain avec des informations, on va crypter ces informations avec sa clé privée, donc on la possède seulement, et la personne qui va vouloir lire le contenu de la chaîne de blocs va le décrypter avec notre clé publique. C'est celle qu'on a exposée sur Internet. Et pour pouvoir reconstituer le message, on est obligé d'utiliser les deux clés. Un petit peu comme quand on va dans une banque pour ouvrir le coffre-fort, on est obligé d'utiliser sa clé personnelle et la clé du banquier. C'est le même système, mais en Internet, en cryptographie. Donc ce système va permettre, quand l'utilisateur va vouloir décrypter la chaîne de blocs, il va, grâce à ce système de cryptographie, s'assurer qu'on a bien affaire à une personne de confiance et que c'est bien la personne qui prétend avoir écrit les informations dans la chaîne de blocs qui l'a fait. Donc ça, c'est pour la partie cryptographie de la chaîne de blocs. Ensuite, le problème que ça pose, c'est que comme il n'y a pas de tiers de confiance, la chaîne de blocs, elle peut être n'importe où sur Internet. Donc on pourrait très bien tricher et le dispositif, du coup, ne fonctionnerait pas. La blockchain peut remplacer le tiers de confiance parce qu'en fait, elle ne va pas être unique sur Internet. Elle va être constituée par un grand nombre d'acteurs qui vont la constituer. Donc on ne saura pas à un moment donné quel est l'acteur de la blockchain. Ce sera l'un des acteurs qui est capable de fabriquer cette chaîne, qui sera le détenteur de la dernière version de la blockchain. Donc autrement dit, lorsqu'on va souhaiter rajouter un bloc à la chaîne, on va l'envoyer à l'ensemble des acteurs qui sont ce qu'on appelle des mineurs, qui sont des entreprises ou des groupes de personnes, on va dire ça, qui fabriquent de la blockchain, et chacun va essayer de rajouter le bloc à la chaîne qui existe déjà. Donc pour ce faire, ils vont devoir trouver un nombre aléatoire qui est issu d'un algorithme sophistiqué et ce nombre aléatoire ne se trouve pas instantanément. Il faut environ une dizaine de minutes, on va dire, pour découvrir ce nombre aléatoire. Par conséquent, chaque acteur qui fabrique la blockchain, qu'on appelle les mineurs, va essayer d'ajouter un bloc à la chaîne et c'est le premier qui va avoir découvert le nombre aléatoire qui va pouvoir rajouter un bloc à la chaîne. Et donc, une fois que cette chaîne sera rallongée d'un bloc, les autres versions ne seront plus valides et c'est la chaîne la plus longue qui sera la chaîne véridique. En faisant ça, comme on ne sait pas quel est l'acteur
qui va être retenu finalement pour fabriquer la chaîne de blocs, on ne peut pas imaginer un système complètement pernicieux, parce que même si certains acteurs sont frauduleux, comme on ne connaît pas l'auteur de la chaîne de blocs à l'avance, la chaîne de blocs par définition sera sécurisée. Alors effectivement, là, ce qui est important, c'est que la blockchain, c'est issu d'un dispositif qui est plus large, qui s'appelle le Bitcoin, et qui est la première blockchain qui est vraiment existée, qui est une monnaie virtuelle sur Internet. Il en existe d'autres, Bitcoin c'est la plus connue, et donc ce dispositif-là a été inventé pour justement supprimer le modèle le tiers de confiance. Donc tout ce que je viens de préciser fonctionne pour le Bitcoin. La particularité du Bitcoin, c'est que les mineurs, donc les fabricants de la chaîne, sont rémunérés avec eux-mêmes des Bitcoins lorsqu'ils arrivent à rallonger la blockchain. Donc pour motiver à avoir le plus grand nombre de mineurs possible et pour pouvoir justement régler le problème de la fraude qui pourrait résulter de ce dispositif. Donc ça vient donc du dispositif Bitcoin sur la monnaie virtuelle. Maintenant, il y a d'autres tentatives qui intéressent d'autres marchés, finalement, qui commencent à poindre et à voir le jour. Parce qu'il y a donc sur la grande distribution, c'était l'objet de notre discussion, on voit bien qu'il y a un usage qui est tout à fait intéressant, mais il y a aussi d'autres tentatives qui pourraient exister ou qui peuvent déjà exister sur des transactions immobilières, sur des voyages, sur de la santé. Les sujets sont extrêmement variés. Le dispositif blockchain, qui est donc initialement dans Bitcoin, pourrait être utilisé dans d'autres domaines. Si on voulait faire fonctionner une blockchain dans le domaine de la distribution, la première chose serait de monter un écosystème dans lequel on ait un grand nombre d'acteurs. Parce que, on l'a compris, la blockchain ne peut pas fonctionner s'il y a très peu d'acteurs. La confiance ne pourrait pas exister. La confiance réside dans le fait qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui fabriquent la chaîne de blocs. S'il y en a très peu, ça ne peut pas marcher. Donc pour que ça puisse fonctionner, il faut regrouper un nombre d'acteurs importants, du fournisseur jusqu'au distributeur en passant par chacune des phases de production d'un produit. Et chacun doit prendre d'une certaine manière le rôle de mineur, c'est-à-dire de concepteur de la blockchain. Donc l'ensemble des acteurs doivent pouvoir consommer et fabriquer la blockchain. Et c'est seulement si on en a un grand nombre qu'elle devient sécurisée et utilisable. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans cette direction, évidemment.